Pour en savoir plus, je voudrais leur demander ce que recouvrent exactement les termes qu'ils ont choisis pour emblème. Et d'abord vous, François-Xavier Bellamy, qu'entendez-vous par le mot, ou plutôt par le mot d'ordre, demeure? Il me semble que dans l'expression de demeure, qui est à la fois, comme vous le disiez, un terme, un substantif, et en même temps peut-être un impératif, un appel. On ne sait pas si c'est un substantif ou un verbe. Hein. Il y a peut-être un peu des deux, et pour moi le premier d'ailleurs c'est aussi une forme d'invitation. Il y a, me semble-t-il, déjà toute une réponse au monde dans lequel nous vivons qui me semble caractérisée par une frénésie de mouvement, ou plus exactement par le fait que le mouvement y est devenu à soi seul un but. Pour le dire autrement, sur le plan aussi bien de nos vies personnelles que de notre existence collective, et notamment dans l'ordre du monde économique et du monde politique, bien sûr, le mouvement est devenu ce qui constitue la devise qu'il faut suivre, le slogan qui s'impose à nous. La réforme est le maître mot de toute politique, sans qu'on sache jamais exactement vers où elle nous conduit. L'innovation est devenue le mantra de l'activité économique, sans là encore qu'elle serve quelque chose qui la précède ou qui la suive. Et il me semble qu'au contraire, dans la demeure, il y a une forme d'antidote à cette fascination du mouvement. Non que j'ai voulu dans cet ouvrage faire un éloge de l'immobilité. Au contraire, tous ceux qui ont une demeure savent combien elle suppose d'efforts, d'énergie, d'inventivité pour être entretenue, pour être préservée, pour pouvoir être transmise et pour être animée d'une vie qui lui soit propre. Et bien sûr, la demeure est aussi ce d'où partent nos aventures et ce qui donne sens au monde dans lequel nous vivons. Je repense à ce texte magnifique de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes qui, alors qu'il est dans le désert et sur le point peut-être de mourir de soif, dit combien il est consolé à la simple idée que le monde est habité par la demeure familiale et l'odeur et la lumière particulière de cette maison où il a pu habiter le monde déjà. Et je crois que la demeure est aussi la condition de notre aventure, la condition qui donne un sens au monde et ce dont nous avons peut-être besoin de redécouvrir la nécessité essentielle pour redonner sens à tout ce qui fait notre vie, aussi bien encore une fois personnelle que collective. Oui, et en même temps, vivre, c'est agir. Ça vaut pour les individus, ça vaut aussi pour les collectivités. Donc, on demande aux responsables politiques, justement, l'action. Et on peut se dire qu'il y aurait une contradiction, apparente en tout cas, entre l'impératif demeure, il ne manque plus que le point d'exclamation sur la couverture de votre livre, et la nécessité d'agir, justement, pour que le monde ne tombe pas en ruine, pour faire face à l'imprévu, parce que la pluralité, comme le rappelle Hannah Arendt, est une des conditions de la vie humaine, et la pluralité, ça veut dire l'imprévu, des choses qui surgissent. Donc, comment intégrez-vous cette dimension-là dans votre demeure? Et précisément, il me semble que le demeure n'est pas du tout synonyme d'immobilité ou de passivité. Et peut-être est-ce toute une vision précisément de l'activité politique qui est engagée dans ce terme. La politique, me semble-t-il, consiste moins à transformer le monde qu'à sauver dans le monde ce qui mérite d'être transmis. Et c'est peut-être d'ailleurs singulièrement vrai de l'époque que nous vivons, qui est marquée par le fait que notre activisme débridé, que notre volonté de tout transformer, notre envie de faire la révolution par tous les moyens possibles, et notamment par le moyen de la technique qui fait que rien ne doit rester en l'état, que nous avons organisé la grande mobilisation, c'est-à-dire la mise en mouvement de toute la nature, eh bien il me semble qu'aujourd'hui le principal appel de la politique, c'est l'appel à remettre la main sur notre propre destin pour pouvoir faire en sorte que quelque chose demeure. Et savoir ce qui demeure, c'est peut-être ce autour de quoi, ce qui doit demeurer, c'est peut-être ce autour de quoi le débat politique doit s'organiser aujourd'hui. Or, c'est d'autant plus nécessaire que nous sommes au seuil de questions fondamentales qui sont liées à notre fascination pour le mouvement. La question du transhumanisme, la question de l'homme augmenté sont liées au fait que désormais nos propres corps vont devenir le terrain de cette transformation que nous voulons appliquer au monde. Et dans ce monde-là, précisément, il me semble que l'appel à sauver ce qui doit demeurer est plus urgent que jamais. Et si c'est intéressant, donc vous, c'est l'énergie vagabonde. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Pourquoi cet éloge du vagabondage, cette itinérance perpétuelle, à l'ère du mouvement perpétuel, justement? Il est vrai que j'ai fondé ma vie sur un mouvement et je voue
au mouvement physique, au mouvement musculaire, un amour autour duquel j'ai organisé ma vie. Mais ce qui serait faux, ce serait d'imaginer que je me sois livré au cours des 20 dernières années à une proposition théorique, à un appel au mouvement comme modalité d'organisation des sociétés. Pour moi, le mouvement n'est sûrement pas une option politique. Il s'est agi chez moi de vénérer le mouvement, mais le mouvement comme organisation personnelle, comment pourrait-on dire, comme solfège, comme hygiène de vie, comme style en fait. J'ai voulu faire du mouvement le style de ma vie. Et j'ai inclus dans ce mouvement perpétuel qui m'a conduit autour du monde à multiplier les kilomètres partout. Il est vrai que je me suis vraiment comporté, je continue encore à me comporter comme une sorte de hamster épileptique. Mais j'ai ajouté dans ce mouvement l'idée d'abord de la fuite comme échappée, afin de conquérir une forme de liberté, ou peut-être d'illusion de liberté lorsque l'on est sur la route. Et puis une autre modalité que je demande au mouvement, et qui est une mécanique, une mise en branle, pour parler comme Montaigne, qui a un effet quasiment thermodynamique. Je m'explique, j'ai l'impression que lorsque le corps humain se met en mouvement, d'un point de vue musculaire, le corps, tout à coup, s'apaise, puisque le mouvement lui donne sa mission de déplacement. Et à ce moment-là, l'esprit est mis à disposition pour entrer en état de méditation ou en état de poésie. L'état de poésie, c'est ce qu'appelait Novalis quand il marchait dans les campagnes allemandes. Il se mettait en état de poésie. C'est ça que je demande au mouvement, de me mettre en état d'inspiration. J'adore l'espèce d'injonction de Nietzsche dans Le crépuscule des idoles, où il martyrise ce pauvre Flaubert en disant « Nihiliste, je te tiens, tu crois que la pensée naît quand on est assis dans un fauteuil, alors que la pensée vient en marchant. » C'est ça que j'ai demandé au mouvement. C'est évidemment pas l'espoir que les sociétés humaines s'organiseraient enfin dans l'espèce de longue errance perpétuelle, qui n'est d'ailleurs pas un mouvement, mais qui est une circulation somnambulique de monades sans feu ni lieu et sans but ni retour. Oui, d'ailleurs, rassurez-vous, je vous ai pas invité, Sylvain Tesson, pour apporter la contradiction à François-Xavier Bellamy. Je vous ai lu l'un et l'autre, et j'ai lu notamment sur les chemins noirs, et ce passage que je voudrais citer: si l'on considérait que le flux était la seule loi de la vie, que l'histoire n'avait pas de sens, que nous étions emportés dans le train fantôme sans espoir d'en freiner ni d'en modifier la course, c'est le mouvement pour le mouvement, le nihilisme donc décrit par François-Xavier Bellamy, on pouvait trouver une issue en recourant au chemin. Il suffisait de reprendre la marche en saluant les bêtes pour peu qu'on en croisât. Donc en fait, vous voyez ce mouvement, vous voyez ce flux généralisé, et vous réagissez un peu par le vagabondage. Vous vous écartez et vous prenez les chemins. Alors les chemins noirs où vous retrouvez la proximité en France, mais aussi des chemins qui peuvent vous mener très loin, et notamment dans cette Russie post-soviétique qui vous fascine infiniment. Oui, le vagabondage pour moi est presque la stabilité du mouvement. Le vagabondage, c'est la mise en mouvement de celui qui aurait lu le livre de François-Xavier Bellamy et qui n'aurait pas voulu renoncer à cette jouissance de la marche, de cet appétit de l'aventure, cet appel de la route, comme auraient dit les beatniks dans les années 50, qui venaient chercher dans le mouvement une espèce d'appétit, de vie, de se sentir enfin dans un mouvement physiologique. Mais finalement, la marche et le vagabondage peut être l'instrument de mesure de tout ce qui fonde les modalités de la demeure. C'est-à-dire que lorsque l'on marche à pied difficilement sur les chemins, on fait l'expérience des limites du monde. Les limites du temps, parce qu'on peut pas, c'est difficile, on peut pas marcher des heures, les limites de l'espace, la lenteur, l'âpreté, le silence et la solitude. C'est-à-dire ce qui correspond exactement aux vertus que chante François-Xavier Bellamy. Eh bien moi, je chante les mêmes vertus, mais par un vagabondage extrêmement maîtrisé et plein de régulation.
Et il est vrai que vous parcourez des très longues distances, Sylvain Tesson, mais que vos instruments de locomotion sont très lents. Il y a la marche, et puis aussi dans l'éloge de l'énergie vagabonde, où vous suivez les oléoducs, parce que vous avez une passion pour les oléoducs et les pipelines, vous faites du vélo, et du vélo à 45 degrés à l'ombre. Donc c'est vrai, vous retrouvez ce faisant par la vagabondage, sinon vraiment la demeure, du moins la lenteur que le mouvement contemporain, que le transport contemporain nous fait oublier. Ça me fait penser à cette phrase de Heidegger, dans l'uniformité sans distance, tout est emporté et confondu. Et vous retrouvez quelque chose comme le sens de la proximité et de l'éloignement à travers le moyen de locomotion archaïque que vous choisissez pour vos déplacements les plus longs. Bien sûr, rien n'est confondu quand on marche à pied, quand on mesure chaque kilomètre à l'aune de son propre effort, et il serait tragique de confondre le mouvement du container qui fait le tour du monde de manière frénétique, une fois toutes les frontières abolies et une fois décrété que le monde était un grand Starbucks café qui était promis à toutes les circulations, et de le confondre avec le promeneur, le flâneur, le promeneur solitaire, qui lui ne fait que demander au mouvement une petite modalité physiologique nécessaire à l'inspiration. Oui, mais François-Xavier Bellamy, donc je reviens à votre éloge de la demeure et je vous ferai une objection que je trouve dans l'éloge de l'énergie vagabonde, c'est-à-dire que si beaucoup de gens répondent à l'appel du mouvement, et quelquefois par des moyens beaucoup plus modernes que ceux de Sylvain Tesson, s'ils prennent l'avion, s'ils bougent tout le temps, c'est parce qu'ils ont peur de l'habitude. Et dans la demeure, il y a souvent cette idée d'habitude, la peur de la répétition. Et je cite Sylvain Tesson, le principe qui s'oppose le plus radicalement à l'énergie de la nouveauté jaillissante, c'est l'habitude. L'enfermement de l'être sous le couvercle d'heures et de lieux, épuisé de se ressembler trop. Peggy soutient qu'une âme morte est une âme tout entière envahie par l'encroutement de son habitude, par l'incrustation de sa mémoire. Il faut donc choisir son camp, en saisissant son arme, soit un bouclier frappé au blason de l'habitude, soit une épée tranchante pour faucher l'obscure lumière de l'imprévisible. C'est ça, si vous voulez, le charme, la séduction, peut-être diabolique du mouvement. François-Xavier Bellamy. De fait, nous avons aujourd'hui effectivement sans doute la tentation de révoquer toute habitude. Il me paraît à moi que l'habitude est aussi partie de l'art d'habiter, que de fait le rituel, que la liturgie quotidienne qui fait notre existence ordinaire est aussi part de notre condition humaine. D'ailleurs, rien ne me touche autant que de voir comme l'homme est capable de restituer ses habitudes même dans les milieux les plus hostiles. C'est le marin qui, au milieu même de l'océan, prend ses repas avec des horaires réguliers. C'est les hommes qui, dans les déserts ou sur les pôles, construisent leur habitat et installent des habitudes. L'homme est précisément celui qui ne se contente pas de s'abriter dans le monde. Il construit autour de son abri, c'est-à-dire de ses besoins du corps, quelque chose qui déjà dit le besoin de l'âme. C'est cet enracinement dont parlait Simone Veil qui est le premier des droits de l'âme, disait-elle. Eh bien, ce premier des droits de l'âme, nous l'avons d'ailleurs peut-être trop méprisé avec nos politiques du logement qui sont profondément aveugles à tout ce qu'il y a de besoin pour l'homme dans quelque chose qui excède le simple horizon de la nécessité organique. La fonctionnalité aussi. Nous ne sommes pas là seulement pour nous loger temporairement dans des espaces clos avant de repartir comme des boules de flipper qui se logent dans un espace avant d'être projetées de nouveau. Nous avons besoin d'habiter le monde et habiter le monde est aussi un tissu d'habitude. Quand Peggy parle de l'âme habituée, dans ce texte magnifique qui dit que Sylvain Tesson citait, qui dit que il y a pire encore qu'une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme habituée. Je crois qu'il parle de cette incapacité à l'étonnement, à l'émerveillement, de cette incapacité à aimer ce qu'il y a de singulier. Or, le mouvement perpétuel dans lequel nos sociétés sont engagées aujourd'hui
précisément pourrait ressembler à une fuite qui nous fait condamner toute singularité. Vous évoquiez le cas de la réflexion de Heidegger. Comme vous le savez, pour Heidegger, le lieu familier est nécessaire non pas pour qu'on s'y enferme, mais parce qu'il faut qu'il y ait du lointain. Sinon, tout est équivalent. Voilà, et c'est ce que l'itinérance de Sylvain Tesson montre magnifiquement, c'est que se déplacer, marcher d'ailleurs avec tout son corps et vivre l'effort qui consiste à aller d'un point à un autre, c'est vivre l'expérience de la distance. Or, la modernité n'est pas tant un amour de l'expérience de la distance qu'une révolte contre la distance. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il me paraît que, et je terminerai par là, que le point le plus important aujourd'hui n'est pas d'arrêter le mouvement, mais paradoxalement de sauver la possibilité du mouvement. Tout à l'heure, Sylvain Tesson, vous évoquiez ce qui, dans la mondialisation aujourd'hui, uniformise le monde. Eh bien, nous ne pouvons finalement même plus voyager lorsque nous allons d'aéroport en aéroport où tout se ressemble toujours. Même le voyage est impossible. Où aller? Tout se ressemble. Ce qui compte, c'est de sauver la singularité de ces lieux qui sont précisément marqués par la résistance des distances. Et c'est cette singularité qui est aujourd'hui en question. Il ne s'agit pas de, dans le débat politique contemporain, cette espèce de réduction absurde à l'idée qu'il faudrait opposer l'ouverture à la fermeture, opposer le vaste monde aux cultures particulières. Je crois qu'au contraire, le monde retrouve tout son sens quand le particulier est profondément assumé. Et c'est peut-être en retrouvant par nos corps l'expérience de la distance, en allant de ce qui demeure à ce qui demeure, lorsque nous aurons retrouvé que quelque chose échappe au mouvement, que nous pourrons redonner sens précisément au mouvement. Alors, avant de laisser la parole à Sylvain Tesson, je voudrais citer en effet l'éloge de l'enracinement par Simone Weil, le livre qui est paru après sa mort et après la guerre sous le titre L'enracinement, un titre donné par Albert Camus, je crois, et qui a fait tiquer il y a quelques années de Tsvetan Todorov. C'est important, en effet, de se référer à Simone Weil, parce que le mot d'enracinement a été capté par l'extrême droite, et notamment par Barès, c'est l'éloge de l'enracinement, etc., et qui débouchait sur, on le sait, la xénophobie, l'hostilité à l'étranger. Chez Simone Weil, il s'agit de toute autre chose. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines, il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Et c'est cela que vous appelez la demeure, François-Xavier Bellamy. Et s'il peut y avoir effectivement une forme d'ambivalence dans le mot d'enracinement, c'est que précisément l'homme n'est pas un végétal, c'est-à-dire que la racine ne le condamne pas à l'immobilité. C'est peut-être ce qui me paraît le plus susceptible de confusion dans ce terme. Le mot de demeure désigne le fait que nous avons besoin de ce lieu familier. Et le grand paradoxe de notre époque, c'est qu'elle a voulu, au nom du mouvement, au nom du flux, au nom de la mondialisation, au nom de l'ouverture aux autres, elle a voulu condamner la demeure, alors que la demeure est la condition de l'aventure, qui, comme le disait Sylvain Tesson, a forcément un but et un retour pour pouvoir avoir un sens. La marche n'a pas de sens si elle ne se dirige pas vers, à partir d'un point de départ, peut-être pour y revenir plus riche de beaucoup de souvenirs. Et la demeure est aussi la condition de l'ouverture aux autres. Comment pouvez-vous accueillir quelqu'un si vous n'avez pas de chez soi où accueillir? De fait, je suis toujours sceptique à l'endroit de cette formule qui dit qu'il faudrait construire des ponts et non des murs. J'ai du mal à comprendre cette condamnation des murs. Parce que les murs sont évidemment la possibilité de la fermeture, mais les murs sont aussi la condition absolue de l'accueil. Il faut bien avoir une demeure si vous voulez héberger quelqu'un chez vous. Si vous n'avez pas de demeure, encore une fois, l'ouverture à l'autre vous est absolument impossible. Et c'est là que je crois se trouvent beaucoup des malentendus contemporains qui sont liés à la crise de la modernité dans cette fascination qu'elle a pour le seul et unique mouvement qui finit par mettre en crise le mouvement et l'ouverture eux-mêmes. Sylvain Tesson. Oui, je suis absolument d'accord avec cette idée que on ne doit pas confondre le mouvement comme plaisir et le mouvement comme programme. La marche, le marcheur. En marche, ça devrait être une injonction merveilleuse de poète, qui veut peut-être insulter les habitudes, mais les siennes.
et sûrement pas un programme politique visant à mettre en mouvement toute une société. Il y a, puisque vous parliez et que vous citiez Charles Péguy, il y a un usage, une transposition du plaisir, enfin en tout cas un usage du mouvement dans l'ordre spirituel qui s'appelle le pèlerinage. Il y a le mouvement dans l'ordre intellectuel qui s'appelle faire les 100 pas pour accélérer sa méditation, et il y a le pèlerinage, l'utilisation du mouvement pour aller vers, pour accueillir en soi une lumière. On pense évidemment à la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, à ce superbe poème où Péguy se fait le chantre de la marche, et notamment la strophe « Nous allions devant nous les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches ». Je me suis très souvent récité ce poème, car il y a là comme une respiration de marcheur, une intégration du plaisir du mouvement à la modalité de la marche. Et je voudrais revenir sur cet alexandrin, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours. Le marcheur marche sans hâte ni recours, alors que le conteneur du monde de la circulation, il vogue non pas sans hâte ni recours, il vogue sans but ni retour. Ou du moins son but est le supermarché. Un jour, il fera l'objet d'une transaction commerciale entre des clients qui eux-mêmes seront dans une circulation perpétuelle, et il n'a certainement pas l'intégration de l'idée d'un retour, et sûrement pas celle de la lenteur. Ce qui me paraît magnifique, d'ailleurs, si je puis me permettre, dans cette méditation de Péguy sur le pèlerinage, c'est que justement, nous voyons à quel point la marche et chaque pas de la marche trouve son sens dans le fait que chaque pas est habité par le but. C'est en l'occurrence Notre-Dame de Chartres, ça peut être Jérusalem, ça peut être tout ce qu'on voudra. Le point d'arrivée habite chaque pas et donne sens à chaque pas. Péguy ne marche pas pour marcher, pour le dire autrement. Et ainsi, le cheminement devient la métaphore de la vie, parce que la vie, évidemment, vous le disiez Alain Finkielkraut, évidemment, la vie est mouvement, la vie est action, et il s'agit surtout pas de tenter d'inhiber cela, de nous réduire à une forme de passivité inerte. Mais la vie trouve son sens dans le fait que son mouvement est dirigé vers un but qui échappe à ce mouvement. Le scientifique cherche une vérité qui ne change pas avec le flux des opinions. Le politique cherche une justice qui ne varie pas au gré des courbes sondagières. Et c'est quelque chose qui, en habitant le monde de manière fixe et stable, polarise notre mouvement et lui donne un sens. C'est le magnifique strophe pour strophe. C'est cette magnifique métaphore de la vie que Péguy incarne dans ce texte quand il dit lorsqu'on nous aura mis dans une étroite fosse, c'est-à-dire lorsque le mouvement de nos vies sera arrêté, lorsqu'on aura sur nous dit l'absoute et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce. Finalement, le pèlerinage devient la métaphore même de l'existence. On a remémoré il y a quelques jours, on a je dirais pas célébrer, ce serait trop triste, la mort de Charles Péguy. Et de fait, elle a été toute sa vie, toute cette vie de Péguy, une recherche. Et nos vies ne peuvent être belles que par ce qu'elles recherchent et qui échappent précisément à leur mouvement en lui-même. Mais alors, justement, vous dites que dans le mouvement actuel, dans l'apologie du mouvement, il y a une forme de nihilisme. Puisque le mouvement, écrivez-vous, François-Xavier Bellamy, est à lui-même son propre but. Mais ce n'est pas tout à fait sûr, c'est-à-dire que les chantres du mouvement veulent aller quelque part. Ils ont un objectif, ils ont une finalité suprême. Au bout de l'espérance, il y a, et vous le dites vous-même, un projet d'émancipation absolue. Vous écrivez par exemple que être un homme, c'est ne pas pouvoir être une femme, c'est ne pas pouvoir vivre ce que peut éprouver une femme, c'est ne pas être le tout de l'humanité, ne pas pouvoir vivre à soi seul le tout de l'expérience humaine. Il y a, avec une certaine idée du genre, je ne veux pas condamner ici toutes les études du genre, la volonté, justement, d'en finir avec cette scission, de la surmonter, de donner à chacun la possibilité d'être qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et j'ai vu plus drôle, mais très révélateur aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, aux Pays-Bas, un homme âgé de 69 ans, j'ai été frappé parce que c'est mon âge, a dit que c'est pas vrai.
qui se sentait très très bien. Il a fait des tests médicaux et donc il a demandé un changement d'état civil. Il a voulu en avoir 49. Ça fait rêver. Parce que je dis, tiens, peut-être que je vais avoir 49 ans aussi. Mais en tout cas, c'est ce rapport aux données, ce rapport à la finitude, si vous voulez. C'est comme si, en effet, avec l'homme augmenté, le transhumanisme, on voulait enjamber toutes les limites pour donner à l'homme la possibilité d'être tout. Et ça, c'est un projet d'émancipation. C'est ce vers quoi tend le mouvement. Et donc, c'est à ce projet aussi, à cette finalité, peut-être délirante, qu'il faut pouvoir répondre. On ne peut se contenter de parler de nihilisme. François-Xavier Bellamy. Mais qu'est-ce que c'est précisément que ce projet d'émancipation, sinon une sacralisation du mouvement? Parce que l'émancipation, c'est le fait de ne plus être attaché par rien, lié par rien, et donc de pouvoir circuler sans attache et sans entrave. L'émancipation, c'est la mobilité sociale, c'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer à l'intérieur des différentes strates de la société, et c'est aussi la mobilité parvenue à sa forme ultime lorsqu'elle devient l'occasion de circuler dans des conditions naturelles que nous croyons jusque-là figées pour toujours. Précisément, nous voulons construire la société où nous serons désormais gender liquid, c'est-à-dire où nous aurons un genre liquide susceptible de varier au gré de notre décision. Effectivement, vous avez raison de le dire, il est important de le préciser. Tout usage du concept de genre ne va pas jusqu'à cette revendication. Mais il n'en reste pas moins qu'elle habite aujourd'hui comme une espèce de fantasme, quelque chose comme nos délibérations contemporaines. Il faudrait que rien ne nous précède, pour le dire autrement, que rien ne soit consistant et résistant pour s'interposer entre nous et le mouvement de notre désir. Et cette société liquide dont nous parlait Zygmunt Bauman, c'est la société du mouvement. Le projet d'une émancipation absolue, c'est le mouvement qui se donne à lui-même comme projet la possibilité du mouvement. Et je crois qu'il y a là, oui, c'est vrai, une forme de nihilisme dans le fait qu'au fond, nous refusons d'habiter le monde, d'habiter nos corps, d'habiter quelque chose qui nous précède, et toute réalité devra, par définition, être déconstruite, toute réalité quelle qu'elle soit, même celle que nous aurons construite, parce que toute réalité, le mot réalité désigne aussi ce qui nous résiste, toute réalité dans sa consistance est toujours un obstacle au mouvement. La numérisation du monde, l'accélération du monde, la liquéfaction du monde sont évidemment des projets de déconstruction du réel lui-même, parce que tant que le réel sera réel, il sera pesanteur, il sera la pesanteur des corps qui s'interpose entre nous et la possibilité du mouvement. Sylvain Tesson. Oui, et ce monde remembré, comme en parle François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire ce monde dont on aurait enlevé le bocage, enfin qui est le rêve des laborantins de l'avenir. Ce monde qui ne serait plus qu'une immense plaine d'open field, pour parler comme parlent les agronomes. Ce monde-là serait parcouru par ce que Peter Sloterdijk appelle la civilisation des rhizomes, c'est-à-dire ces végétaux mais qui n'ont pas de racines et qui vont au gré des courants et qui sont ce que le plancton est au règne animal et qui seraient des monades tout à fait errantes. Et je crois qu'il y a une grande usurpation qui est accomplie au point de vue sémantique dans l'usage du mot de nomade, car le nomadisme historique, tel qu'il a été d'ailleurs souvent célébré et chanté par des voyageurs qui reconnaissaient chez le nomade de Mongolie ou des toundras arctiques qui a scellé un pacte avec un animal pour réussir à vivre dans un territoire très hostile, ce nomade-là n'est pas du tout un rhizome qui est en train d'errer au gré du monde. C'est un homme qui connaît parfaitement les limites d'un écosystème, donc d'une niche, donc d'un habitat, qui connaît exactement les limites du monde, qui connaît exactement le rythme temporel des saisons et qui sait habiter ce monde en s'arc-boutant sur une sorte de pacte d'amitié scellé avec un troupeau et qui réussira à être autre chose qu'un errant. Mais justement, on a l'impression que pour votre manière à vous d'habiter le monde, c'est de voyager et de substituer, c'est je crois une devantise, à la connexion, aux illusions virtuelles, aux écrans, l'attention. Retrouver l'attention que le monde mérite par des voyages faits à la bonne allure. Mais voilà, donc d'une certaine manière, le souci d'habiter est essentiel pour vous
comme pour François-Xavier Bellamy, même si ça ne conduit pas au même type d'existence. Oui, et même si nous ne choisissons pas tout à fait les mêmes moyens de transport, finalement, François-Xavier Bellamy use de la sédentarité, de l'esprit, de l'âme comme un moyen de transport, au sens des transports amoureux pour son habitat. Et moi, j'use du moyen de transport au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai besoin du déplacement pour retrouver une capacité de vivre l'existence dans sa modalité organique, sensuelle. Quand je suis dans une forêt, quand je dors, quand je vais de bivouac en bivouac, quand j'escalade une montagne, quand je traverse une steppe pendant des mois jusqu'à l'épuisement physique, j'ai une nécessité de voir ce que je vois, d'écouter, de sentir. Je me rabote sur la piste, juste de la route comme d'un papier de verre pour me décaper et pour vivre dans une sobriété. Et c'est là où il me semble faire cette expérience de ce que j'appelle un peu rapidement la liberté, mais c'est-à-dire que tout à coup je ne dois répondre qu'à mes propres objectifs, et j'ai des sanctions qui sont les sanctions du climat, les sanctions de la route qui peuvent conduire à la mort, mais qui me donnent un surcroît d'existence. À vous écouter l'un et l'autre, je pense à une très forte méditation de Hannah Arendt à la fin des origines du totalitarisme. Elle dit que l'homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence, à en vouloir au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ou raison dans le monde donné. Et surtout, elle dit, la seule alternative à un tel ressentiment, base psychologique du nihilisme contemporain, nous y sommes, serait une gratitude fondamentale pour les quelque chose élémentaires qui sont véritablement et invariablement donnés. Et je pense que il y a comme un exercice de la gratitude dans vos livres, Sylvain Tesson, la gratitude, l'émerveillement pour la nature, pour le monde tel qu'il est encore un peu préservé, et demeure, c'est aussi, me semble-t-il, François-Xavier Bellamy, une invitation à la gratitude. Bien sûr, ce mot de Hannah Arendt est absolument magnifique. Je crois que gratitude, nous pourrions aussi le traduire par reconnaissance. Et ce mot de reconnaissance dit tout, car nous avons à reconnaître le monde dans lequel nous sommes et à nous reconnaître en lui. Et cette reconnaissance est aussi un acte d'émerveillement. De fait, le ressentiment évoqué par Hannah Arendt, au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire une volonté de fuite vers quelque chose qui n'est pas encore, et qui dénonce par ce fait même tout ce qui est, au nom du fait que c'est déjà, c'est-à-dire la logique absolue de la société de consommation qui veut tout changer et qui considère que ce qui est réel est forcément moins bien que ce qui adviendra demain. Cette logique-là nous empêche de toute capacité de reconnaissance, de tout émerveillement, et ça n'est pas du tout anodin. Elle a quelque chose de profondément hostile à l'attitude poétique. Tout à l'heure, Sylvain Tesson a employé ce terme que je crois vraiment décisif. Il me semble que dans la poésie, il y a précisément là aussi un antidote. Comme l'écrivait Baudelaire, la poésie et le progrès sont deux adversaires qui se regardent avec une hargne farouche, précisément parce que dans la fascination techniciste pour le changement du monde, il y a un refus de reconnaître ce monde, de se reconnaître en lui, une volonté de le transformer à tout prix, qui est d'abord une révolte contre le donné. La poésie ne nie pas la finitude, elle ne conteste pas l'épreuve qu'elle représente, ce coup de rabot qu'évoquait Sylvain Tesson, la douleur que la réalité nous inflige, parce que toute réalité est finie et dans les limites qu'elle nous impose, elle est une occasion d'épreuve, mais elle fait de cette épreuve la possibilité d'un émerveillement. Et il me semble que c'est précisément de cette capacité poétique que notre temps semble si souvent, malheureusement, incapable. Oui, c'est d'ailleurs un poète, René Char, qui a dit « Nous sommes plus près du sinistre que le tocsin lui-même. C'est les poètes qui ont été les premiers écologistes. L'inquiétude pour le monde, pour la terre, pour les animaux, pour la nature,
elle est venue des poètes, et les poètes sont oubliés, donc ce sont des scientifiques aujourd'hui qui prennent le relais, en oubliant certaines dimensions, notamment celle de la beauté, mais il est clair, oui, que la poésie nous manque, et nous devrions le savoir, dès lors précisément que l'écologie nous obsède, et nous voulons sauver la planète. Dommage que nous n'ayons pas eu d'oreille pour les poètes. Il y a un mot que vous venez Sylvain Tesson. Il y a un mot que vous venez de prononcer et qui institue une différence absolue entre le mouvement tel que le poète, le marcheur ou le flâneur le vit et le mouvement comme institution dogmatique d'une proposition politique pour l'humanité, c'est le mot de beauté. Le monde pensé comme une surface de déplacement des biens, des produits et des hommes tels que la modernité l'institue, c'est un monde qui crée les villes parfaitement enlaidie, que Houellebecq a extraordinairement décrit dans un certain nombre de ses poèmes et dans Rester vivant, où il emploie le mot l'indéfinie pulsation du transitoire. Et il explique combien l'architecture de nos villes est une architecture du flux permanent, de la circulation fluide, où rien ne doit rester là, où les pots de yaourt, comme les êtres humains, comme les semelles de crêpes, doivent circuler afin de participer à la grande valse de la marchandisation du monde. Et à contrario, le poète, le vagabond, tel que Hermann Hesse, par exemple, les décrit dans ses romans, Knulp, sont des vagabonds qui partent dans les forêts pour chercher à s'extraire d'un monde de circulation devenu laid et pour essayer de retrouver des états de beauté. La forêt, les bêtes, les plantes, l'amitié du monde. Et en général, ça les conduit à la conclusion, c'est-à-dire à un grand état de mélancolie. Et Knulp, après une vie de circulation douce et de flânerie romantique, finira assis contre une souche et mourra en s'apercevant que aller capter et moissonner cette beauté avait un prix qui est la mort solitaire. Alors, parmi les poètes, il y en a un très ancien qui vous attire l'un et l'autre et sur lequel je voudrais m'arrêter avant d'en revenir justement par lui à l'actualité douloureuse de notre temps, c'est Homère. Vous terminez votre livre Demeure sur une méditation de l'Odyssée, du retour d'Ulysse à Ithaque, et Sylvain Tesson, vous avez publié il y a peu Un été avec Homère. Alors pourquoi Homère, pourquoi Ithaque? François-Xavier Bellamy. Homère et Ulysse surtout parce que précisément il me semble que Ulysse concentre tout ce que je tentais de toucher du doigt très humblement à travers cette expression de la demeure. D'abord, Ulysse est un héros, ça n'est pas un homme figé, inerte ou arrêté, c'est un aventurier. Et de fait, c'est tellement un aventurier que son nom sert d'étymologie au mot d'Odyssée lui-même. L'Odyssée, c'est l'aventure d'Ulysse, cet homme aux 1000 ruses qu'Homère nous décrit comme étant le mécanos, c'est-à-dire l'inventif qui a toujours plus d'un tour dans son sac. Il y a une créativité chez Ulysse qui fait qu'il n'est pas un homme fixé ou figé. Mais il me semble que Ulysse est justement l'un des héros de cette vertu interdite aujourd'hui qui s'appelle la nostalgie. Parce que toute cette inventivité, il la met au service des retrouvailles avec la demeure. Ulysse est bloqué quelques années par la nymphe Calypso sur son île. Elle lui propose jusqu'à devenir immortel en l'épousant. On a connu propositions plus décevantes, mais Ulysse, de fait, nous sommes aujourd'hui devant cette proposition. Il nous est proposé de quitter notre condition humaine et de devenir des immortels. Ulysse, lui, tient trop à sa demeure pour quitter même sa condition. Et toute cette énergie est polarisée parce que le monde est pour lui habité par Ithaque, non pas seulement par Ithaque, mais par sa maison, par son foyer, par sa famille et par le lit qui est le centre de ce foyer, c'est-à-dire le lieu du repos. Et il me semble qu'il y a quelque chose évidemment d'infiniment poétique aussi, précisément, dans ce que le monde est justement habité par ce centre qui rayonne dans chacun des pas qui est fait pour pouvoir finalement le rejoindre. Alors Sylvain Tesson, oui, d'autant plus, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez d'Ulysse et de ce retour à Ithaque, parce que vous avez été longtemps, vous l'avez écrit, très hostile à la nostalgie. Vous êtes revenu à des sentiments meilleurs dans vos livres récents, mais justement, le grand héros de la nostalgie, c'est Ulysse. Alors que représente-t-il pour vous maintenant, Sylvain Tesson? D'abord, Ulysse est un marin, et un marin est un homme qui navigue sur un bateau. Et un bateau est un instrument de déplacement, mais qui n'oublie pas qu'il a un port d'attache.
Le bateau est immatriculé, le bateau a un anneau sur le quai, et le bateau part parce qu'il peut revenir à son port d'attache. Et moi, j'ai lu l'Odyssée comme le livre de la réparation du temps qui avait été perdu, la réparation de l'espace qui avait été usurpé, la réparation de la famille qui s'était dissoute, Télémaque et ce fils qui ne veut pas ni tuer son père, ni coucher avec sa mère, mais qui, au contraire, voudrait que les deux se rassemblent. C'est le poème de la supplication qu'un jour le temps revienne. Le temps ramènera l'ordre des anciens jours. Ce vers de Gérard de Nerval me semble tellement ulyssien. Ils reviendront, les dieux que tu pleures toujours. Tout à coup, la boucle se boucle, le rideau se répare, la tapisserie se ravaude, les choses reviennent à ce qu'elles étaient, et le voyageur revient après sa longue et trépidante circulation entre les champs de bataille et les magiciennes. Heureusement, le temps de l'aventure a été vécu, et on a vécu son content d'épuisement, mais vient un moment où il faut revenir à Ithaque. Oui, alors justement, vous écrivez, Ulysse revient dans un monde équivalent à celui qu'il avait quitté. Et là, je voudrais vous citer, parce que j'ai pas oublié les flux. C'est pas une excursion. C'est tout ça, j'espère, nous discutons à une certaine cohérence. Je voudrais vous citer un passage de l'ignorance de Milan Kundera. Un passage qui m'a beaucoup frappé et même bouleversé. Je cite: le gigantesque balai invisible qui transforme, défigure, efface des paysages est au travail depuis des millénaires. Mais ces mouvements jadis lents, à peine perceptibles, se sont tellement accélérés que je me demande, l'Odyssée aujourd'hui est-elle concevable? L'épopée du retour appartient-elle encore à notre époque? Le matin, quand il se réveilla sur la rive d'Ithaque, Ulysse aurait-il pu entendre en extase la musique du grand retour si le vieil olivier avait été abattu et s'il n'avait rien pu reconnaître autour de lui? L'ignorance est un roman qui nous dit « il n'y a plus d'Ithaque ». Effectivement, il n'y a plus de demeure. Le monde change tellement vite que, quand on l'a quitté, on ne le retrouve plus intact. La patrie non mortelle des mortels que nous sommes, disait Hannah Arendt, mais cette patrie est extrêmement mortelle. Elle est fragile, elle est mortelle, et nous en rendons compte. Donc, je me dis, peut-être que c'est ça, effectivement, le mouvement, l'absence d'Ithaque. François-Xavier Bellamy. Et de fait, l'absence d'Ithaque est peut-être un fait, mais dans tous les cas, pour nous qui sommes les habitants mortels de cette patrie que nous savons désormais mortelle, elle est aussi une responsabilité. Nous n'avons pas le droit, me semble-t-il, de laisser mourir cette patrie que nous savons mortelle. Nous ne pouvons pas faire comme si les choses étaient jouées d'avance, pour le dire autrement. Et s'il y a une chance de sauver Ithaque, alors cette chance nous oblige aussi. Peut-être est-elle déjà passée, peut-être est-elle déjà perdue, mais nous n'avons pas le droit d'en rester à cette considération. C'est toute l'inquiétude écologique que vous évoquiez tout à l'heure nous conduit à nous interroger sur cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Et il me semble que tout l'enjeu politique aujourd'hui, c'est d'étendre cette préoccupation écologique, y compris à notre propre condition, à notre propre manière d'habiter le monde. Comme vous le savez, le retour d'Ulysse n'est pas un retour paisible, et il croit d'abord que l'olivier a été coupé. Pénélope lui fait croire que sa maison a perdu son centre. Athéna même lui fait croire qu'il n'est pas en fait à Ithaque et que tout a changé autour de lui. Et à chaque fois, c'est pour Ulysse, qui a pourtant pendant 20 ans été d'une maîtrise absolue, l'occasion de perdre pied. Eh bien, il me semble que, à bien des égards, notre condition n'est pas si tragique que cela aujourd'hui, mais que nous perdons pied faute de nous reconnaître encore dans ce monde familier, et qu'il nous faut retrouver ce que Homère célèbre à la fin du chant 28, ce bonheur de naufragés reprenant pied sur la terre ferme. Il nous faut retrouver cette terre ferme qui n'est pas la condamnation du mouvement, mais qui est au contraire la seule possibilité pour que nous puissions de nouveau vivre dans un monde qui soit vivable et qui soit habitable par des hommes et qui soit vraiment humain. C'est intéressant, vous pensez que c'est encore possible, parce que dans Éloge de l'énergie vagabonde, vous dites que la figure contemporaine, ce n'est plus le travailleur, comme au temps de Junger, ce livre extraordinaire, c'est plutôt le consommateur et son avidité perpétuelle. Et le consommateur, que fait-il? Eh ben, il dévore le monde lui-même. La consommation, c'est ça, la consommation poussée au-delà de ses propres limites, c'est la dévoration de toute chose, c'est la dévoration du monde. Donc, on en est peut-être à se dire que si la figure contemporaine, c'est le consommateur, il est trop tard pour Ithaque.
hélas, peut-être avez-vous raison. Et ce consommateur perpétuellement affamé excite son appétit par la promesse de la nouveauté et de l'innovation que la publicité lui met devant les yeux. Et vous avez raison de préciser l'un et l'autre que il y a quelque chose de très inédit dans notre temps contemporain, c'est que jamais le monde n'a changé si vite et jamais les hommes qui naissent ne connaîtront, quand ils mourront quelques décennies plus tard, un monde si différent de celui qu'ils ont connu en y entrant. Ulysse réussit à retrouver une Ithaque qui, bien entendu, a légèrement changé. Enfin, il faut rappeler que Pénélope n'a presque pas vieilli. Le temps passait très lentement et tout à coup, le temps s'est accéléré. Mais il y a une autre question qu'on devrait avoir l'honnêteté de se poser, c'est que, certes, les Ithaques n'existent plus, mais saurions-nous, si elles existaient, serions-nous capables de les retrouver avec bonheur et d'apaiser notre fièvre voyageuse? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup et je voudrais là me livrer à une très courte et légère plaidoirie du mouvement pour le mouvement. Enfin, c'est le voyageur que je suis qui voudrait s'exprimer là. C'est que parfois on retrouve l'Ithaque, mais avec l'Ithaque, que retrouve-t-on? On retrouve une certaine monotonie, on retrouve un certain ennui, et on veut retourner dans cette proposition qu'offre le voyage d'imprévus et de nouveautés, qui certes est totalement illusoire, mais qui au moins donne une espèce de promesse de ne pas s'ennuyer aux côtés de Pénélope, qui au bout d'un moment, forcément, vous demande de faire la vaisselle. Alors vous aurez choisi Calypso? J'aurais beaucoup. En tout cas, je comprends très bien que on aille tenter de passer un an avec la nymphe. Oui. Je n'aurais pas du tout résisté à la tentation, je l'avoue. Ah non, la tentation de Calypso, c'est vrai, je crois qu'elle est absolument irrésistible. Mais François-Xavier Bellamy, vous dites qu'il y a une urgence. Il faut sauver, en quelque sorte, le monde pour qu'on puisse y demeurer. Et si on s'ennuie, eh ben, possibilité est donnée de vagabonder, de voyager. Et vous, vous êtes tenté vous-même par l'action politique. Et là, la question que je vous pose, est-ce possible? Parce que, comme vous le sauvez ou transmettre, comme vous le dites, ça peut être une finalité politique, mais aujourd'hui, aucun parti politique ne la porte. Je me souviens de ce que disait Luc Châtel à un congrès, je ne sais plus si c'était déjà les Républicains ou encore l'UMP, nous avons un seul ennemi, le conservatisme, nous sommes le parti des OGM et des gaz de schiste. C'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc il y a une espèce de progressisme généralisé aujourd'hui qui vous rendrait, si d'aventure vous sautiez le pas, comme Anna Cabana semble vouloir le dire dans le journal du dimanche de cette semaine, la tâche pour vous risque d'être très difficile, François-Xavier Bellamy. D'abord, les choses ne se présentent pas tant comme une tentation que comme une obligation. Je le disais à l'instant, peut-être une obligation. En effet, ce ne serait pas nécessairement l'activité à laquelle je voudrais me livrer dans un monde abstrait et désincarné, mais dans ce monde-ci tel qu'il est, il me semble que nous n'avons pas le droit de nous désintéresser de l'avenir de ce monde, qui est aussi évidemment l'avenir des générations qui viendront. Je crois que, comme le disait Jonas, l'humanité n'a pas le droit de disparaître, et ceci implique dans le principe responsabilité. Bien sûr, et ceci implique évidemment aussi bien une préoccupation de la nature que de la culture qui humanise l'homme et de la condition humaine dans sa globalité. Aujourd'hui, il me semble qu'effectivement cette préoccupation n'est peut-être pas assez représentée sur le terrain politique, mais qu'elle correspond à une aspiration très profonde de nos sociétés occidentales. Tout ce que nous avons partagé ici, c'est finalement la conscience formulée d'une forme d'épuisement du modèle dont nous héritons. Bien sûr, la peur de l'ennui est immense, mais je crois qu'elle est d'abord spécifiquement ou typiquement contemporaine, justement, et d'abord qu'elle n'est pas la première peur aujourd'hui. Nous avons moins peur sans doute de nous ennuyer que de disparaître. Et je ne voudrais pas être catastrophiste, mais malgré tout, nous avons fait le constat que concrètement, nous avions, dans le grand déménagement du monde, menacé les équilibres les plus fondamentaux qui peut-être étaient la condition de toute survie sur cette terre. Peut-être y a-t-il d'autres équilibres fondamentaux dans les écosystèmes culturels qui sont eux aussi menacés. Alors, la nostalgie n'est pas un aveu de pessimisme ou de défaitisme, au contraire, c'est un cri d'amour pour les choses qui sont, et ce cri d'amour pour les choses qui sont, ce désir de les transmettre, il me semble qu'il peut aujourd'hui correspondre à l'aspiration profonde de beaucoup de citoyens dans le monde dont nous héritons.
À vous le mot de la fin, Sylvain Tesson. Vous dites ce que vous voulez. J'aurais envie de dire à François-Xavier Bellamy, demeure là où tu es, c'est-à-dire dans l'écriture, et l'écriture étant la patrie qui peut résoudre ce problème, ce tiraillement entre l'envie de mouvement du voyageur et la nécessité de demeurer pour rester, et pour continuer, et pour perdurer. C'est l'écriture, c'est le verbe, c'est les mots, c'est les livres. Je vous en supplie, ne montez pas sur la tribune, mais continuez à nous donner des livres. Sylvain Tesson, faut-il abandonner la politique à ceux qui ne partagent pas l'inquiétude exprimée aujourd'hui? Et hélas, moi je vous ferai la réponse du voyageur très lâche que je suis. Je voudrais faire une éloge de la fuite, partir, et surtout ne pas rentrer dans ce débat qui risque lui-même d'être un mouvement qui vous perdra. Je sais bien que tout ça est tout à fait stérile, mais au moins je conserverai mon état de mélancolie, de nostalgie retrouvée et de bonheur de vivre en mouvement. Très belle conclusion. Merci Sylvain Tesson. Alors, votre livre, François-Xavier Bellamy, s'intitule Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. Il est publié chez Grasset. Sylvain Tesson, j'ai cité L'éloge de l'énergie vagabonde, et vos deux derniers livres, L'éloge de l'énergie vagabonde en collection Pocket, Un été avec Homère, donc, une coédition France Inter Équateur, et Une très légère oscillation, votre journal 2014-2017 aux éditions Équateur.